à tous, merci d'être là. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis une speakeuse débutante. J'espère vous apporter beaucoup de choses pendant cette petite vingtaine de minutes qu'on va passer ensemble. Je vais vous parler de legacy. Et j'ai intitulé ce talk « Quand une licorne trébuche héritée d'un legacy bâtir un changement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, là, vous voyez affiché, pas tout à fait, là c'est mieux. Donc là, vous voyez affiché des noms d'entreprises. Elles ont toutes quelque chose en commun. Je vous laisse quelques instants. Petit indice, c'est en lien avec le titre de mon talk. Ce sont des licornes. Et bien, ces licornes, à leur début, je ne sais pas si vous vous en rappelez, elles nous donnaient beaucoup envie. En tout cas, moi, elles me donnaient beaucoup envie. Elles avaient des investissements financiers à gogo, donc c'était du build, sur des nouvelles technologies, des nouveaux patterns. Bref, c'était un rêve éveillé. Depuis, plusieurs années ont passé. Et là, vous me voyez venir. Elles traînent désormais dans leurs pattes du legacy. Pourtant, ce thème legacy, il ne nous fait pas rêver. Quand on en entend parler, on veut plutôt fuir. C'est synonyme de galère. Et bien aujourd'hui, pendant ces 20 minutes, j'ai envie de vous donner une nouvelle perspective. Vous donner une envie ou une curiosité pour que lorsque la prochaine mission Legacy se présentera à vous, que vous leviez la main. Tout d'abord, clarifions le terme Legacy. De quoi s'agit-il? Étymologiquement, il signifie patrimoine. C'est donc notre patrimoine applicatif qui est constitué dès le premier go live jusqu'au décommissionnement de l'application. Mais entre nous, lorsqu'on parle de legacy, on va faire plutôt référence à des applications qui ont plusieurs années d'activité ou qui présentent des obsolescences techniques. Je ne vais pas déroger à ce cadre lors de ce talk. Qui suis-je? Je suis Flora, j'ai fait le tremplin de Lille. Aussi maman d'un petit garçon. Je suis dans la tech depuis plus de 10 ans déjà et actuellement je travaille chez AXA en tant qu'engineering manager. J'ai travaillé sur des projets Legacy et lorsqu'on m'a proposé ma première mission Legacy, j'étais hyper contente. Pas du tout, je peux vous le dire, mon chef n'est pas là, pas du tout. J'avais plusieurs craintes. La première, c'était que ces applications ne présentaient aucune documentation, ni technique, ni fonctionnelle. Ensuite, c'était sur des langages anciens, AngularJS, C++, et couplé à ça, une archi en termes, un micmac. On avait du mal à s'en sortir. Et ma plus grosse crainte, c'était celle de ne rien apprendre, de stagner, de ne pas apprendre des nouvelles choses, ne pas être sur des nouvelles technologies, bref, c'était assez déprimant. D'où cette licorne toute triste. Aujourd'hui, je veux que vous ne vous limitiez pas à ce premier regard, car je vous promets, il y a de véritables trésors qui nous attendent. Le premier, il est d'ordre pécunier. En 2024, les DSI ont investi 50% de leur budget dans le chantier modernisation. Énorme. Imaginez le nombre de missions Legacy sur le marché. Le deuxième trésor, c'est le trésor de l'apprentissage. Et pour moi, celui-là, c'est le plus précieux. Qui dit mission Legacy, dit besoin business. Et un besoin business, il vient avec une deadline. Il va falloir faire donc preuve d'efficacité et de rapidité dans votre apprentissage. Car oui, vous allez apprendre. Vous allez devoir apprendre cette application. De quoi s'agit-il? Quelles fonctionnalités elle propose? Pour cela, vous allez apprendre à faire du rétro-engineering parce que vous n'avez pas de documentation. Découvrir, explorer une application à travers son code. Et ce faisant, vous allez réaliser votre premier sanity check de votre application. Où se trouve le code source? Lorsque je le récupère sur mon poste, est-ce qu'il compile? Ça vous paraît évident, mais vous pourrez être surpris.
Qu'en est-il de la couverture de test? Et enfin, le design de cette application, est-ce qu'elle respecte les standards actuels de sécu et d'archi? Parce que selon l'année à laquelle elle a été conçue, on n'a plus les mêmes standards, bien évidemment. Et ce faisant, vous allez commencer à découvrir les premiers aspects défaillants de votre application. Et cela d'un point de vue craft. Et ce qui est, en tout cas, que je trouve très intéressant dans cette démarche, c'est que vous allez comprendre aussi les intérêts de cette pratique craft. Il est plus efficace d'appliquer des principes dont on connaît l'intérêt que par obligation. Car oui, vous allez devoir modifier cette application. Et modifier une telle application, ça s'apparente à un saut dans le vide. Et il vaut mieux se préparer. Sinon, crash. Et le crash, on veut l'éviter. Pour cela, quelques conseils. J'ai travaillé sur une application où le développeur buildait la solution et déployait le livrable directement dans les environnements d'antéprod et de production. Imaginez la galère en termes de reproductibilité des anomalies qu'on pouvait rencontrer. D'onboarding aussi, des collègues qui voulaient bien nous aider à bosser, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux. Dans ce cas, c'est trop la galère. Donc, vaut mieux avoir une intégration de déploiement, ça va vous faciliter. Ensuite, les tests. Généralement, en tout cas dans mon cas, les couvertures de tests étaient très faibles, quasi inexistantes. Eh bien, il va falloir être très pragmatique. On ne va pas aller atteindre les 100% sur l'existant. Ma règle, c'était plutôt par rapport au nouveau. Le code qu'on ajoute, on va tendre vers les 90%. On va essayer de ne pas alourdir la dette qu'on a. Ensuite, sur l'existant, on a aussi pratiqué ce que on a appelé approval test, ou des tests en mode boîte noire. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on peut simuler voir le comportement. Et donc, on va enrichir ces approval tests pour pouvoir garantir la non-régression. Parce que ce qui nous guette le plus, c'est la non-régression. Donc, il faut qu'on mette ça sous contrôle. Et on va aussi aller chercher l'expertise, côté métier, pour enrichir ces tests de bout en bout. Il faut les muscler. Et ça, c'est vraiment primordial pour modifier de manière sereine. Parce que sans ça, on n'a pas de garde-fou. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant cela, on prépare aussi le terrain pour les futurs développeurs qui vont passer après nous. Ils seront contents de bénéficier de tout ce setup. On va en profiter aussi pour installer des outils de mesure de qualité de code et de vulnérabilité. Ça va nous permettre de factualiser vraiment l'obsolescence de notre application. Et ce qui va nous servir aussi plus tard sur la détermination du futur de cette application. Tic-tac, tic-tac, je ne sais pas si avant, mais le temps est en train de passer. On n'oublie pas, on a un besoin business qui nous a été exprimé. Et donc, il faut répondre à ce besoin, parce que ça peut être une réglementation, ça peut être une évolution pour être différenciant sur le marché, plein de raisons par rapport à ça, mais on sait qu'on a une deadline à respecter. Et généralement, dans ce cas de figure, vu qu'on n'est pas en maîtrise totale de l'application, on va être stratégique. On va aller en deux temps, généralement. Il y aura une vision court terme, où on va vouloir répondre rapidement, dans la mesure du possible, aux besoins qui nous ont été exprimés. Et donc pour cela, on va mettre déjà sous contrôle l'application avec les éléments qu'on a vus au préalable. Ensuite, dans nos modifications, on essaye d'isoler au maximum l'existant. On ne va pas le toucher parce qu'on ne le maîtrise pas totalement, on n'est pas confiant, et donc on essaie de toujours mettre à côté, de ne pas toucher l'existant, dans la mesure du possible. Et enfin, on renforce nos tests. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment important. Grâce à ces tests, on est sûr de ne pas dégrader l'existant. Et donc, il faut aussi aller chercher l'expertise en dehors de notre métier. Aller voir les tests ingénieurs, c'est leur job. Ils seront en mesure aussi de vous apporter leur expertise pour mettre sous contrôle cette application. Et en parallèle, on va essayer de voir long terme aussi.
Le long terme, c'est quoi? Cette application, ok, à l'état actuel, est-ce qu'on pense qu'elle va pouvoir perdurer dans 3, 4, 5 ans? Plusieurs options vont s'offrir à nous. La première, la refonte. Le statu quo, on ne fait rien, ou on décommissionne. Pour cela, plusieurs éléments vont entrer en considération pour répondre. La première, la plus importante, c'est la valeur business. Qu'est-ce que cette application apporte à votre métier? Est-ce qu'elle lui permet d'être différenciant, de gagner en rapidité, en facilité, simplifie son quotidien? Il faut aller interviewer vos experts métiers pour comprendre leur utilisation de cette application. Ensuite, vous renseignez sur l'outillage. Qu'est-ce que vous avez prévu dans votre boîte pour répondre à ce type de besoin? Si vous avez des archi solutions, comme c'est le cas chez nous, allez les voir, interviewez-les. Vous êtes légitime à le faire parce que vous connaissez l'existant. Vous commencez à connaître aussi le business. Vous les avez pas mal interviewés. Et ensuite, vous avez les compétences techniques. Donc, challengez ce qui vous est proposé. Et enfin, prenez en considération aussi tous les aspects réglementaires et sécuritaires de votre périmètre, sans oublier les indicateurs de mesure, que ce soit d'usage, parce qu'il faut vérifier vraiment si cette application est utilisée. Elle peut être utile, mais elle n'est pas utilisée. Et donc, grâce à cela, vous serez à même de déterminer quelle option vous proposez pour cette application. Moi, j'ai travaillé actuellement, je travaille sur une plateforme qui permet de collecter des documents pour nos clients. Et cette plateforme, elle a été créée il y a déjà plus de 4 ans. Et donc, elle présente déjà des obsolescences techniques. Donc, c'est poser la question de qu'est-ce qu'on va faire de cette plateforme. Il se trouve que dans notre métier, on a besoin de collecter plusieurs documents pour nos assurés. Donc, ce besoin était avéré. Mais le problème qu'on avait avec la plateforme actuelle, c'était qu'elle n'était pas transverse. On ne pouvait pas adresser tous les périmètres métiers de la maison. On avait besoin d'une solution qui apporte cette transversalité. Et dans ce sens, on a décidé de refondre. On a travaillé avec les Archi Solutions pour refondre cette plateforme et on en a une nouvelle. Il a fallu ensuite embarquer tous les décisionnaires, que ce soit nos responsables produits, pour valider ce plan, parce qu'on ne peut pas y aller tout seul. Là, ça a été plutôt facile. On va dire qu'on a facilement eu l'adhésion. A contrario, j'ai une expérience où ça n'a pas été le cas. C'était une plateforme qui était sur du Java, plus du tout supporté, Java 8, et par contre, c'était une plateforme de gestion qui était très utilisée. Il n'était pas question de refondre parce qu'on avait déjà des outils dans la maison, on était déjà dans une stratégie de sortie. Mais on savait qu'il allait falloir maintenir cette application sur quelques années, vu que la stratégie de migration allait s'avérer longue. Dans ce cas, lorsqu'on part voir nos décisionnaires, c'était plutôt nous dire, Flora, vous maintenez, pour l'instant ça marche, donc on ne fait rien. Que ça continue à marcher. Et là, ça ne marche pas, parce que nous, on a besoin quand même de faire tout ce qui est relatif à la maintenance pour maintenir cette plateforme pour qu'elle perdure quand même le temps de la migration. Et ce genre de situation, vous allez être confronté à ça. Vous pouvez venir avec un plan super structuré et les décisionnaires ne soient pas ouverts à l'instant T. Et là, il va falloir faire preuve de résilience, si je peux ainsi dire. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu notre premier nom, on est parti, on a continué avec peine à maintenir la plateforme, mais ensuite on est revenu, on revenait à chaque fois en montrant les difficultés, en montrant comment ça affectait le TTM de qualité de service des gestionnaires, et au fur et à mesure, ça nous a pris quand même une année, mais au moins le changement, ils ont adhéré. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour influencer, vous pouvez avoir une feuille de route, elle peut vous paraître claire, pertinente. Des fois, c'est une histoire de momentum, mais il va falloir faire preuve de résilience et ne pas baisser les bras. Et dès que vous avez la validation, il faut ensuite mettre en place, en tout cas que ce soit vrai, que cette feuille de route soit implémentée dans les équipes. Et je ne sais pas pour vous, chez nous, on avait dans nos squads, les équipes delivery,
On avait à l'époque deux roadmaps. Une roadmap fonctionnelle avec toutes les évolutions fonctionnelles et une roadmap technique avec tous les chantiers techniques de modernisation. Avec un fort taux d'engagement sur la roadmap fonctionnelle, ce qui ne nous arrange pas. Et donc là, il a fallu éduquer notre famille produit pour faire comprendre que la roadmap technique, c'est un asset critique, aussi critique que les évolutions que le business donne. Donc là, ça passait par de l'éducation, de la répétition et beaucoup de répétitions. Désormais, on a une seule roadmap, mais cela n'empêche que des travers arrivent. Et donc, on répète toujours. Il ne faut pas prendre pour acquis, mais c'est primordial que vous ayez au niveau de la squad une seule roadmap qui soit portée par votre product owner. Ce n'est pas le TL, ce n'est pas l'engineering manager qui est en charge de la roadmap technique. Non, c'est votre product owner. C'est ce qu'il faut comprendre avec ces slides. Donc ça, c'est tout ce que vous allez apprendre. Et le troisième point qui est important en travaillant sur du legacy, c'est quelque chose qui est en trait avec la durabilité. Vous connaissez la notion de fast fashion. Je pense qu'on a la même chose côté tech, la notion de fast tech. C'est cette envie, lorsqu'on a un nouveau besoin qui nous est exprimé, on veut créer la nouvelle application qui va répondre à ce besoin. Et moi, je trouve que quand on a travaillé sur du legacy, on prend conscience qu'il y a un existant qui existe et on n'est plus... Quand un besoin nous arrive, on n'a pas ce réflexe d'aller créer tout le temps. On ne va pas dire regarder ce qui existe, voir s'il n'y a pas quelque chose dans la maison qui fait déjà le job ou sur le marché. Et donc, je trouve que travailler sur du legacy, ça travaille sur ce réflexe-là. Donc, une raison de plus. Donc, le legacy, pour moi, c'est une opportunité pour vous et pour nous d'apprentissage. On va pouvoir apprendre certaines pratiques craft pour mettre sous contrôle ces applications legacy, comprendre l'intérêt de ces pratiques craft, créer aussi un plan de modernisation à l'échelle d'une application, fédérer autour de ce plan et ensuite l'implémenter. Ce qui est cool, c'est que les DSI elles investissent dans le legacy et en plus ça va nous permettre de nous inscrire dans une démarche durable. Et avec ça, notre licorne elle nous paraît plus colorée. Je terminerai ce talk en vous parlant de la mutation que vit notre métier de développeur. On a pas mal, on n'est pas passé à côté tout ce qui est autour de la GenAI, qui nous aide aussi dans le legacy. Par exemple, pour le rétro-engineering, grâce à ces outils-là, on peut apprendre rapidement ce qu'une application fait, donc il y a des bons côtés. Et il y a aussi tout ce qui est autour de byte coding et tout, le mauvais côté, je peux ainsi dire, qui génère beaucoup plus de legacy qu'on va devoir maintenir. Et du coup, notre métier qui était fortement concentré sur la production de code, elle est en train de shifter plus vers le garant, être garant du code qui est fourni ou que nous avons produit, pour qu'il soit pérenne pour les investissements futurs. Donc le train du legacy est déjà en marche, il ne tient plus qu'à nous de le prendre. Merci à tous pour votre attention. Et je suis très ravie d'avoir vos feedbacks. Si vous avez des questions ou des remarques aussi à partager par rapport à vos expériences sur le legacy, si on a du temps. On a une petite minute pour les questions. Comment tu fais pour convaincre les organisations dans lesquelles il y a des croyances vis-à-vis de certaines technologies? C'est-à-dire ceux qui disent par exemple on fait toutes nos applis avec cette techno qui a 20 ans parce que c'est la meilleure pour nous. Oui. Par rapport à ça, après, généralement, les gens, je pense qu'ils sont intelligents, ceux qui décident. Je montre les compétences internes, les compétences qu'on a dans l'équipe. Et les compétences qu'on a par rapport à le langage qui est proposé ne matchent pas. Et donc, logiquement, ils comprennent, en tout cas, je n'ai pas les compétences dans mon équipe, donc je ne pourrais pas aller sur un langage tel ou tel autre. Et ensuite, s'ils cèdent, je pense que le coup, on regarde ce qu'on a dans l'équipe, et ensuite, s'ils persistent,
je pense que ça ne passera pas. Après, ça dépend des process. Chez nous, on a une gouvernance par rapport aux technos qui sont utilisés, donc on ne peut pas sortir de ce cadre. C'est quelque chose qui est déjà clarifié, codé chez nous. Merci. Merci Flora. Applaudissements s'il vous plaît. C'est le producteur qui le fera.